Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation. Il n'est pas encore 22 heures quand plusieurs attaques meurtrières Nous sommes en guerre. simultanément. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme dans ce contexte. J'ai vu ces dernières heures des phénomènes de panique en tous sens. Nous devons tous avoir l'esprit de responsabilité. Il ne faut pas que les fausses informations circulent à tout va. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est la trahison. Notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. Ruiner cet espoir par fascination pour le repli, la violence et la domination serait une erreur dont les générations futures nous feraient à juste titre porter la responsabilité historique. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France! Que Dieu bénisse les nouveaux pères fondateurs, une nation ressuscitée. Que Dieu soit avec vous. Bonsoir à tous, ici Antoine Grosjean. C'est un honneur de vous retrouver ce soir pour le premier épisode des Listes de la Nation, la toute nouvelle web radio royaliste. Ce soir, je serai accompagné de 3 acolytes qui m'accompagneront donc pour parler de plusieurs sujets d'actualité, notamment du confinement, du déconfinement également, du coronavirus donc forcément, mais également de l'actualité française dans un sens plus large. Je vous conseille également d'être très attentif parce que notre émission sera ponctuée de plusieurs rubriques qui toucheront à des sujets un peu plus divers et un peu plus complexes. Donc ce soir, pour nous accompagner, nous aurons à nos côtés 3 camarades. Premièrement, Cambo. Allez-y, vas-y, présente-toi. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Cambo, 25 ans. Je suis originaire de Lille, de la belle région de Flandre. Je pourrais me considérer comme valoisien. Je suis passionné d'histoire du socialisme et je suis travailleur indépendant. Et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Bienvenue parmi nous, Cambo. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Deuxième personne qui nous accompagne ce soir, Théo. Moi, globalement, j'ai été influencé par diverses idéologies étrangères avant de venir au nationalisme français, notamment le fascisme italien et la révolution conservatrice allemande. J'ai toujours été intéressé, on va dire, par la question européenne et identitaire. Mais plus globalement, disons que j'ai horreur des étiquettes politiques. Merci beaucoup Théo. Et enfin, troisième personne qui nous accompagnera ce soir, Quentin, le doyen de la bande. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. J'ai 30 ans, je suis maurassien depuis on va dire une dizaine d'années. Au début, je suis venu vers le maurassisme par curiosité pour la question royale, après avoir on va dire divergé sur grosso modo les Espagnols, notamment au niveau de la phalange. Et après ça, on va dire, je me suis un petit peu détaché de tout ça. Donc, je suis bien sûr toujours plus que jamais monarchiste, mais je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est la question de la technique, de l'écologie, et question de société, d'organisation de la société. Voilà, avec notamment tous les penseurs de type Ellul, voilà, pour citer le principal.
D'accord, merci Quentin. Donc merci à vous trois de vous être présentés. Donc on va tout de suite attaquer sur le fond. Personne n'ignore que nous sommes donc dans une crise sanitaire sans précédent, tant au niveau de sa nature que dans sa gestion du gouvernement. Et donc on va commencer donc par parler du coronavirus et du confinement, notamment à travers plusieurs figures finalement, à travers bien sûr le professeur Raoult, mais également Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole en premier pour exprimer un petit peu ses opinions à ce sujet? Alors, Agnès Buzyn, je suis pas sûr de la prononciation, on va dire, selon l'édit de Villers-Cotterêts. C'est donc notre ancienne ministre de la Santé. D'ailleurs, très intéressant, elle est restée 3 ans à peu près à son poste. Et lorsqu'elle l'a quitté pour aller tête de liste de La République En Marche à Paris, elle s'est aperçue que quasiment personne ne la connaissait. Alors, est-ce que c'est parce que les Français s'en fichent royalement de qui ils ont au gouvernement, ou est-ce que c'est tout simplement parce que son action en tant que ministre de la Santé est plus que, on va dire que plus que critiquable et plus que relativisable? J'en sais rien. Toujours est-il que je tenais quand même à rappeler quelque chose d'important. C'est que d'une part, comme je l'ai dit, elle a quitté le poste de ministre de la Santé pour partir en pleine, on va dire, du début du tsunami, pour partir rejoindre la liste à Paris de La République En Marche. Donc ça prouve qu'elle avait quand même une bonne conscience de son poste et du fait qu'on ne doit pas abandonner un navire en marche. Et l'autre point, c'est la petite polémique qui avait été faite. Je pense que mes camarades vont pouvoir rebondir là-dessus. La petite polémique qui a été faite à propos de son mari. Donc son mari qui semblerait avoir de petits liens avec l'industrie, une certaine industrie pharmaceutique. Et c'est intéressant de voir qu'apparemment, il aurait pu avoir un impact sur la mise au banc de certains tests cliniques, notamment sur la chloroquine et notre camarade Didier Raoult. Voilà. Donc un personnage en demi-teinte, pour moi, c'est l'exemple même de la bureaucrate, ce genre de bureaucrate qui nous a fait beaucoup de mal dans la gestion de la crise, quoi. Oui, c'est clair. C'est clair. Et puis, ce qui est sûr, en fait, ce qui est quand même interpellant dans cette situation, c'est que finalement, on a le mari d'Agnès Buzyn qui était un concurrent de Raoult. Et bizarrement, dans le même temps, on a Agnès Buzyn, ou Buzyn, effectivement, je ne sais pas trop comment ça se prononce, étant donné que ce n'est pas d'origine française, qui désavoue Raoult, qui promeut la chloroquine et l'azithromycine, qui sont en fait 2 médicaments qui sont les plus vendus dans le monde, juste derrière l'aspirine. Donc, effectivement, ça pose des questions. On se demande pourquoi, pourquoi ça, finalement. Théo, est-ce que tu voudrais prendre la parole à ce sujet-là? Oui, juste pour rappeler que l'homme qui est à la tête du labo chinois de Wuhan, d'où est sorti le virus, labo qui n'est d'ailleurs pas chinois à proprement parler, puisqu'il a été monté par l'Institut Pasteur et l'INSERM, qui est l'Institut national de la recherche médicale, avec aussi d'ailleurs des défauts américains. Mais donc l'homme qui est à la tête de ce labo n'est autre que Kiev Levy, qui est le mari d'Agnès Buzyn. Donc bon, après les auditeurs tireront eux-mêmes les conclusions de ça, mais c'est assez, disons, assez étrange pour le signaler malgré tout. Oui, c'est ça. En fait, le vrai problème, je trouve, actuellement, c'est qu'on n'a pas vraiment d'informations palpables. Il n'y a que des suppositions. Finalement, on ne fonctionne que par supposition. On sait qu'il y a des liens plus ou moins étroits entre Buzyn, l'INSERM, qui les oppose à Didier Raoult. Mais finalement, on ne sait pas vraiment si ça a réellement influé. Ce qui est sûr, c'est que Raoult, en tout cas selon moi, à défaut de faire l'unanimité et d'être un bon scientifique, bon, ce qu'il est, hein, mais ce qu'on peut contester, je suis d'accord avec ça. Ce qui est sûr, c'est que Raoult, selon moi, il incarne la vieille médecine, la vieille recherche, c'est-à-dire la recherche de terrain, enfin qui se fait sur le terrain, qui se fait vraiment au contact des gens, etc. Il a un peu ce physique druidesque de Gaulois. Et je pense justement que c'est avant tout ça qui dérange le gouvernement, parce que Raoult, il est soutenu par qui en premier lieu?
par les personnes qui étaient aux Gilets jaunes. Donc j'imagine que ça pose problème au gouvernement. Ça, c'est clair et net. Effectivement, je pense que alors moi je vais essayer de rebondir un peu plus sur un autre personnage qui pour moi assez similaire à Agnès Buzyn, hein, parce que finalement Agnès Buzyn ça a été en fait l'une des premières à tomber du bateau après la chute, après la percussion avec l'iceberg, mais il y en a une autre qui pour moi de personnalité qui me choque particulièrement, c'est notre camarade Jérôme Salomon. Donc Jérôme Salomon, pour ceux qui ne savent pas exactement qui c'est actuellement le directeur général de la santé, si tant est qu'il faille une direction générale à la santé, encore un poste bien flou. En clair, c'est celui qui va essayer de coordonner un peu l'action. En gros, c'est un peu l'adjoint du ministre de la Santé. Moi, il y a 2 points que je soulignerai par rapport à lui. Le premier point, c'est que encore une fois, c'est un haut fonctionnaire, on va dire que c'est un aficionado, c'est un apparatchik de la République en marche. C'est un ancien Kouchner boy, donc qui a participé un peu à la fondation plus tard à la fondation Terra Nova. Il a été également, il était déjà dans le ministère de Marisol Touraine, hein, pour ceux qui se souviennent encore qui était Marisol Touraine, la ministre sous notre regretté président François Hollande. Et en plus de ça, il est, à mon sens, l'un des traits qui le caractérise le plus, c'est que c'est plus un politicien qu'un médecin. D'ailleurs, sur le plateau, alors même si j'aime pas forcément Morandini, sur le plateau de Jérôme Morandini, il y avait quand même ce petit reproche qui lui était adressé par les médecins. Et lorsque je tape son nom sur internet, qu'est-ce que je vois? Je vois un article de La Voix du Nord. Alors big up à tous nos camarades nordistes. Et cette Voix du Nord, qu'est-ce qu'elle nous conseille de faire? Elle nous conseille d'écouter Jérôme Salomon. Et pourquoi? Pour cause. Alors c'est un portrait très quasiment c'est quasiment proustien comme portrait qu'il nous en dresse, notamment parce qu'il est l'arrière-petit-fils du capitaine Dreyfus. Alors apparemment, à porter le nom de Dreyfus de nos jours, quand on est dans certaines sphères du gouvernement, ça peut aider à être reconnu comme une sorte de sauveur, en tout cas quelqu'un qu'on est digne de croire. En tout cas, toujours est-il que lorsqu'on l'entend parler, on s'aperçoit que c'est pas forcément un médecin, c'est plus vraiment un politicien. Et moi, ça me fait un peu peur que la santé soit placée dans notre pays sous les ordres, enfin en tout cas sous la tutelle de quelqu'un qui prend des positions véritablement politiques. Moi, disons que pour l'histoire justement là, de tous ces médecins là qui donnent leur avis sur à peu près tout et n'importe quoi. Là, il me semble qu'on peut faire une recension de tous les tenants de l'idéologie un peu mortifère qui nous accable en ce moment. Il y en a plusieurs à nommer, hein. Alors, ils sont tous médecins, donc bon, a priori, ils ont validé le diplôme, comme on dit. On peut noter, effectivement, on peut noter tous ceux qui ont été déjà dit, Monsieur Salomon. On peut noter d'autres. On peut, par exemple, citer Laurent Alexandre, donc le médecin, le médecin urologue, hein, donc qui s'occupe des zizi. On peut en noter d'autres finalement. On pourrait, on va dire, faire une recension de tous les médecins en fait qui ont raconté à peu près tout et n'importe quoi pendant cette crise. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, peu importe que les médecins aient eu ou n'aient pas eu le diplôme. En fait, ils ne savaient et ils n'ont jamais su rendre compte de la nature de la crise qui est en train de se produire. Donc, on s'est retrouvé avec des médecins urgentistes, des épidémiologistes. Alors là, on n'a jamais eu autant de personnes de cette qualification, hein, bien sûr, mais on a eu toutes ces personnes-là qui ont dit que c'était le drame du siècle avec le corona qui est en train de se produire. Finalement, quelques semaines plus tard, on a eu tous les autres qui ont dit il va rien se passer, c'est pas dramatique. Finalement, tout le monde donne son avis sur le sujet, mais on a l'impression que rien ne se passe, que personne ne sait de quoi il en retourne. C'est ça qui est le plus inquiétant, hein, parce que finalement, c'est à eux que sont confiées les directives, hein, puisque si on regarde tout ce qui est en train de se passer en ce moment,
tout est confié aux médecins. On est dans une espèce de dictature scientifique en disant mais faisons confiance à ceux qui savent, faisons confiance à ceux qui ont la connaissance et qui sont capables de diagnostiquer, de faire ci, de faire ça. Et finalement, on se rend compte que personne n'est capable de rien faire. Et bien tous ces médecins, il n'en reste que très peu. Alors bien sûr, on retiendra le docteur Raoult, hein, qui effectivement semble tirer son épingle du jeu. Même bon, après on ne sait pas forcément si tout ce qu'il raconte est à 800% vrai. Effectivement, il semble que ça a l'air de fonctionner, mais clairement au niveau du ministère et au niveau du ministère effectivement de la clique Buzyn, Lévy et puis de Salomon, on sent qu'il y a un problème. Et ce problème-là, en fait, il est assez ancien en France, hein, on le connaît, hein, c'est l'opposition qu'il y a, grosso modo, entre le milieu universitaire officiel, hein, qui est ce qu'on pourrait appeler l'université en général, avec tous ces messieurs Lévy et autres, qui cherchent à dire, voilà, nous, la recherche, on fait comme ci, on fait comme ça, vous nous écoutez, nous sommes les maîtres, nous sommes les dieux de la guerre. Et finalement, on se rend compte que tous ces gens-là sont bons à rien, quoi, hein. C'est assez effrayant de voir ces personnes-là à la tête de la nation. Ouais, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Quentin, on va préciser sur Jérôme Salomon. On a tous en mémoire les phrases de ce dernier quand il nous parlait de la non-utilité des masques pour le grand public. Là, il vient de se rétracter il y a quelques jours et où il nous dit qu'il n'aurait jamais dit ça. On a évidemment les propos d'Olivier Véran, donc le nouveau ministre des Solidarités et de la Santé, qui nous avait dit que porter un masque était parfaitement inutile. Les mots d'Agnès Buzyn, on a pas mal de citations d'elle sur la non-utilité des masques, etc., où elle nous dit que les risques de propagation du coronavirus sont très faibles, etc. Ou encore, évidemment, Emmanuel Macron qui nous dit que le virus, qui nous a dit ça c'était le 12 mars, je crois, de mémoire, qui nous dit qui nous avait dit que le virus n'avait pas de passeport. Alors à quoi bon vouloir fermer les frontières? Et puis, évidemment, cerise sur le gâteau, toujours Rokhaya Diallo est toujours dans les starting blocks. Et cette dernière nous avait dit que le coronavirus révèle un autre virus qui, lui, est le privilège blanc. Hein, ce même privilège qui sévit actuellement dans les EHPAD. Donc on a toujours cette même clique, c'est toujours les mêmes, toujours l'anti-France, disons-le très clairement, qui agit et qui agite les cadavres pour parler d'une façon très crue, les cadavres du coronavirus devant la tête, devant les Français, et ils s'en servent pour leurs idéologies, disons, présentes et futures. Ouais, effectivement, comme le dit très bien Théo, pour moi, cette crise du coronavirus, ça aurait été surtout une crise de la République face au coronavirus, attentat, insérer la crise grave qui agite la France depuis maintenant quelques années, grosso modo chaque 12 mois. Moi, le premier point que je retiens, c'est à la fois des incapables, et des profiteurs. Voilà, je pense que le portrait est bien dressé. Des incapables, pourquoi on a encore une fois notre camarade Sibeth Ndiaye qui montre qu'elle porte parfaitement son prénom. Puisque comme le rappelait Théo, elle a passé son temps à nous expliquer que le masque n'était pas forcément obligatoire, voire qu'il était inutile, jusqu'à ce que, évidemment, le président nous dise le contraire. Et Rokhaya Diallo, la profiteuse, en fait, qui est particulièrement bien alignée sur toute la mouvance de ses camarades afro-africanistes, afro-marxistes, marxistes identitaires, etc., en essayant de reprendre à son compte n'importe quel fait d'actualité, que ce soit la fin en Afrique, les attentats, le premier tour des municipales ou la crise du coronavirus, on aura toujours quelqu'un pour nous dire qu'effectivement, c'est un privilège des Blancs. Les Blancs arrivent à boire du lait, mais n'arrivent pas à soigner le coronavirus. C'est
Pour moi, c'est étonnant qu'une grande partie de la population soit ne le remarque pas, soit ne le remarque même plus. Et c'est même peut-être inquiétant pour notre, entre guillemets, ce que je vais appeler notre santé politique. Si on est capable d'avoir autant de patience et autant d'acceptation face à ces gens-là qui nous gouvernent, je me pose la question de savoir qu'est-ce que les Français ont comme espoir dans l'avenir et comme espoir dans leurs institutions politiques. À mon avis, il n'y en a plus aucun. Et justement, on parle de Rokhaya Diallo, et donc c'est le moment de la rubrique Question surprise. Alors, pourquoi ce soir et pourquoi cette question-là plutôt qu'une autre ? Eh bien, nous avons tous envie, vous me contredirez si je me trompe, de réenchanter un peu ce monde, de refonder quelque part une espérance, de restaurer une perspective raisonnable de bonheur, et nos ressources de voix sont un atout majeur dans ce match difficile. Donc la rubrique Question surprise, en quoi elle consiste ? J'imagine que vous l'avez compris, elle consiste à poser une question à nos invités, et donc ils vont essayer d'y répondre. Ma première question, Cambo, Quentin et Théo, est-ce que Rokhaya Diallo est française ? Alors, je répondrai oui. Rokhaya Diallo est française puisqu'elle a la même capacité que le coq, c'est-à-dire qu'elle arrive à encore chanter et faire la fière alors qu'elle a les deux pieds enfoncés profondément dans la mer. Théo, Quentin, peut-être que vous avez quelque chose à rajouter ? Elle est française, oui, de papier. Sinon, le reste, c'est tout acheté. Française de papier, mais pas de corps et d'esprit. Pour moi, grosso modo, elle serait rien si on n'avait pas été là. Enfin, je suis pas trop dans ces rubriques-là d'habitude, mais bon, avec elle, ça sera traitement spécial. Je veux dire, il y a vraiment rien à faire pour elle. Hein. Si on n'avait pas été là, hein, la France millénaire, enfin séculaire, on va dire, n'avait pas été là, elle n'aurait rien, enfin, elle aurait été dans sa case et finalement, peut-être que ça aurait été mieux pour nous. Et rappelons qu'elle est née à Paris de parents sénégalais et gambiens. Donc je ne sais pas si un zèbre qui naît dans une écurie devient un cheval. Mais ça, c'est un autre débat. Je pense effectivement, comme le dit Théo, alors je rappelle quand même la très haute technologie de la nation sénégalaise qui vient de commander plusieurs centaines de tonnes de vaccins anti-Covid top secret de Madagascar. On se rappelle tous évidemment de la haute technologie médicinale malgache. Honnêtement, venant de cette femme, venant de toutes ces personnes qui se sont arrêtées de lire Marx lorsqu'ils ont vu le mot lutte des classes, moi personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid qu'une personne comme ça puisse encore trouver quelque chose à redire. Peut-être qu'un jour, elle va nous sortir qu'il faut que les masques soient de couleur noire pour pouvoir être encore plus inclusifs avec nos camarades qui ne respectent pas le confinement. Alors moi, pour donner mon avis à propos de Rokhaya Diallo, je vais la faire en deux parties. D'un côté, Rokhaya Diallo vient d'un peuple qui mangerait encore des nèfles si nous n'étions pas venus chez elle. Et de l'autre côté, Rokhaya Diallo critique le pays qui l'a accueillie. Alors pour moi, non, elle ne mérite pas d'être française. Parce que justement, je suis fidèle à Ernest Renan, qui dit que toute personne extérieure à la nation, pour être justement française, doit oublier son histoire individuelle pour faire sienne l'histoire de la France. Eh bien, elle, c'est justement le contraire de ce qu'elle fait. Donc non, pour moi, elle n'est pas française. Et donc, deuxième question, qui est toujours en lien avec le sujet que nous avons évoqué. Vous avez montré que finalement, la France, ou en tout cas ses gouvernants, étaient dans l'incapacité de régler les problèmes que cette crise posait. Est-ce que finalement, vous pensez que c'est le régime qui pose problème, ou est-ce que vous pensez que l'Europe, dans son ensemble, c'est le futur des nations ? Alors, incontestablement, pour moi, c'est un échec, comme je l'avais dit un peu plus tôt, non pas du gouvernement, ce serait leur accorder beaucoup trop de crédit, que d'essayer de leur imputer une espèce de responsabilité individuelle et collective dans cette affaire. Ils étaient déjà pas bien responsables dans la victoire, alors que penser de leur responsabilité dans cet échec monumental ? C'est bien pour moi un échec du régime, puisqu'on n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec cette démocratie du mérite et de l'abnégation. Pour moi, nous sommes actuellement dans une véritable kakistocratie, un gouvernement des pires, comme l'appelait Vladimir Volkov. Pourquoi ? Puisque c'est actuellement les pires,
les plus profiteurs, les plus corrompus, ou tout simplement les moins capables et les plus éloignés des réalités locales qui doivent prendre les décisions qui vont régir la vie de 60 millions de Français. Actuellement, la démission d'Agnès Buzyn, c'est déjà la 13e démission et tout simplement le 17e départ d'un membre du gouvernement depuis la présidence d'Emmanuel Macron, ce qui fait du gouvernement d'Édouard Philippe le gouvernement le plus instable de la Ve République. On voit bien que au gré des échéances électorales, au gré des différents scandales, des conflits d'intérêts du gouvernement, celui-ci se remanie sans se remanier. On va toujours nous ressortir un nouveau pour prendre leur place et on se retrouve toujours avec les mêmes érudits qui vont nous sortir les mêmes âneries avant de se rétracter quelques jours plus tard. Personnellement, je pense que ce régime a largement fait ses preuves, une vague d'attentats et une épidémie plus loin, et on s'aperçoit qu'on a beau changer l'étiquette du pot de confiture, on a toujours le même étron à l'intérieur. On est simplement passé d'un parti dit socialiste à une dite République en marche. Bon, moi je sais pas encore si Salomon va être un réprouvé, mais effectivement, le régime, je crois que nous sommes tous d'accord ici autour de cette table, le régime républicain doit être détruit. Et d'ailleurs, les Français commencent à s'en rendre compte, même si des fois ils l'expriment mal, ils l'expriment de façon incomplète. Mais ce qu'ils ressentent quelque part, c'est déjà une certaine aversion pour ce régime. Les Français commencent à s'en rendre compte. Et puis juste un mot sur l'Europe. Il est évident que l'Union européenne actuelle, qui n'a d'européen que le nom effectivement, là je reparlerai juste du fait qu'il y a eu un vol humanitaire de l'UE il y a quelques jours en direction de la République centrafricaine, avec à son bord 13 tonnes de matériel médical, et la Commission européenne nous dit que ce pont aérien est, je cite, le fruit d'une coopération entre la France, l'UE et diverses organisations humanitaires. Donc voilà, on n'apprend rien de nouveau. L'UE est anti-européenne, anti-nation, elle a choisi son camp, mais ça encore une fois, on le savait déjà. Après l'Europe, certains peuvent penser que c'est la cause et non la conséquence. Moi je pense que l'UE est une conséquence de nos politiques et non la cause primordiale. Mais sur ça, après, évidemment, on peut débattre. On a chacun un point de vue différent sur l'Europe. En parlant d'Europe, justement, c'est assez intéressant, cette crise Corona, puisqu'elle, encore une fois, elle illustre bien les différences fondamentales qui existent entre, je dis la France et l'Allemagne d'une manière générale, mais en fait, par extension, les pays latins et les pays germaniques. On a pu voir des épisodes avec bien sûr la France, l'Italie, puis l'autre côté avec l'Autriche, même si c'est un peu moins le cas quand même, et surtout Allemagne, Pays-Bas. Alors je pensais à deux épisodes particuliers. Déjà le premier, c'est le refus pas le refus, mais du moins la très 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 grande lenteur de la réaction européenne face quand même ce qu'on peut appeler une petite crise sanitaire. C'est le moins qu'on puisse dire du Covid en Italie. Ça, c'était le premier épisode. Deuxième épisode, moi, qui m'avait marqué, c'était aussi alors, c'était une déclaration commune des Pays-Bas et des Allemands qui disait impossible qu'on fasse une dette européenne à ce sujet-là, parce que ça va être une catastrophe économique, bien sûr. Mais donc voilà, ils ont dit non, ça c'est mort, démerdez-vous autrement. Donc voilà. Moi, il me semble que ça va rajouter, bien sûr, une page de plus, dans l'histoire entre ces deux peuples, entre la France et l'Allemagne, parce qu'il s'agit bien de ça. Au fond, le fond des choses, c'est bien ça. C'est bien une opposition fondamentale et historique entre la France et l'Allemagne. Alors l'objectif, c'est pas de faire de la germanophobie primaire, bien sûr, mais en tant que maurassien, on garde bien en tête que les Allemands sont nos premiers, alors je vais pas dire nos ennemis héréditaires, mais nos premiers opposants d'un point de vue politique. Alors bien sûr, on peut penser à l'histoire de la monnaie, ça c'est une affaire un peu plus récente. Une vingtaine d'années avec l'euro qui joue fortement en faveur des Allemands. Mais après, on peut penser sur une plus longue période à la politique des rois de France, qui avait été synthétisée par Maurras dans Qui est l'étranger, qui visait justement toujours contraindre les Allemands à toujours scinder autant que possible les Allemands, parce que ils sont toujours là pour venir nous taquiner, nous embêter, notamment au niveau du Rhin, mais pas que.
Donc cette crise Corona, je l'espère, va permettre d'achever cette Union européenne, qui joue très largement en notre défaveur. Alors après, l'Europe c'est bien, mais pour l'instant ce qui existe c'est l'Union européenne et elle est bien sûr impossible à amender. Et moi je crois plutôt que cette crise va achever sa perte, va achever sa chute. Oui, effectivement. Alors moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Théo, effectivement, puisqu'il a parlé des masques envoyés en Centrafrique. Donc on a tous évidemment l'exemple en tête des masques envoyés gracieusement à la Tunisie. D'ailleurs, je voyais que les Tunisiens, en tout cas un certain nombre de Tunisiens sur Internet mettaient fièrement leurs masques sur le museau de leurs chameaux. Donc on voit qu'ils ont vraiment l'utilité apparemment, en tout cas plus que nous. Et ça me faisait rebondir aussi sur un autre point qui est celui entre guillemets de choses qu'on savait déjà avant, mais qu'on a vu se profiler aujourd'hui, qui s'appelle l'expropriation, en tout cas l'externalisation des activités. On a des entreprises qui aujourd'hui travaillent pour la plupart, en tout cas dans des pays étrangers, et on s'aperçoit que lorsqu'il s'agit évidemment d'entreprises à l'extérieur, on se trouve bien dans la merde lorsqu'il faut produire, et beaucoup de masques commencent à être fabriqués soit par des petites mains, donc c'est ce qui est fait à l'échelle locale, soit par ce qu'on appelle des sociétés coopératives d'intérêt collectif, des SCIC. Et pourquoi c'est intéressant à mon sens, puisque aujourd'hui, sans doute peut-être avec 200 ans de retard, on s'aperçoit que le fait d'avoir cassé un peu les corporations, les coopératives agricoles, les coopératives artisanales, etc., on se retrouve un peu dans la merde, puisque lorsqu'une entreprise, une grande entreprise, doit être chargée de faire des masques ou du matériel médical d'intérêt public, on se retrouve face à la logique capitaliste. Donc on va nous sortir 5 millions de nouveaux masques sortis des fagots, qu'on n'a pas eu depuis ces quelques mois, parce que je pense ils ont été bien gardés au chaud dans des stocks pour pouvoir faire monter un peu les prix. Il suffit de voir la revente au marché noir dans certains coins de France qui ne respectent pas encore le confinement. Et donc moi, ça me fait penser à vous recommander un livre qui est sorti au début du siècle dernier, mais qui pour moi est particulièrement vrai sur le sujet. Ça s'appelle Le salut par la corporation, d'un auteur qu'on connaît, je pense, en partie dans notre mouvance, qui s'appelle Firmin Baconnier. Et c'est exactement ce qu'il dit, à savoir que lorsqu'on aborde des questions d'intérêt public, l'armement, la santé, l'éducation, la coopérative, la corporation, par opposition à l'organe capitaliste, permet tout simplement, en temps de crise, de réduire un peu l'idée de profit. Et on en aurait, je pense, bien plus besoin aujourd'hui que des milliards de sous-traitants à l'étranger qui, une fois sur deux, ont toutes les chances de se faire incorporer par les gouvernements locaux pour participer à l'effort de guerre. Ah mais je suis parfaitement d'accord avec toi, Cambo, à ce niveau-là. Et c'est justement là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, la crise du Covid-19 a permis de révéler quelque chose de fondamental. C'est que finalement, la mondialisation heureuse qu'on nous vend depuis des décennies, la société de marché, l'interdépendance économique, sont effectivement des progrès, mais pas des progrès positifs. Et aujourd'hui, ça a bien montré ses limites. On s'est bien rendu compte que c'était une foutaise et que c'était tout un fatras de fumisterie. On s'est bien rendu compte que finalement, la préférence nationale prévalait dans toutes les nations, et que dès qu'il y avait une crise, bien évidemment, chaque nation produisait pour elle avant de produire pour les autres. Et seule la France ne l'a pas compris et s'est retrouvée comme une idiote au moment de la crise du Covid, quand on avait plus de masques et plus de gel hydroalcoolique. Et c'est, disons, un des seuls bénéfices qu'on pourra tirer de cette crise sanitaire, c'est qu'il y a eu une vague de relocalisation qui n'a pas du tout été mandatée par ou en tout cas voulu par le gouvernement, mais juste par les industriels français qui se sont rendus compte que s'ils voulaient avoir une existence pérenne dans le temps de leurs entreprises, eh bien, il fallait au moins relocaliser une partie de leur production, parce que produire à l'étranger, c'est bien, ça coûte pas cher, sauf qu'on est à la merci de toutes les crises politiques, sanitaires, diplomatiques qui peuvent se dérouler. Et donc effectivement, en fait, ce que je dis, c'est en lien avec ce que tu viens de dire, parce que si on relocalise, on recrée de l'emploi,
on redynamise le tissu artisanal et industriel français. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on pourra recommencer à faire émerger des corporations. Après, moi, pour le coût des masques, ce qu'on peut dire de manière assez certaine, c'est que sans tomber dans la paranoïa, clairement tout ça a été un petit peu... le foutoir, on va dire, a été organisé, pour parler poliment. Alors pourquoi dire ça? C'est qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faut être assez franco. Je veux pas faire le cocorico, mais on est la France, je veux dire, on a la bombe nucléaire, on a tout. Je pense qu'on est capable si on le veut, de pouvoir se sortir le dos des fesses et de se dire, les gars, la semaine prochaine, j'arrive à monter une dizaine d'usines pour sortir des masques. Ce qu'on a vu pendant ce confinement, c'est en fait pas mal de Français qui se sont mobilisés là pour sortir des visières, pour sortir des masques, via pas mal de couturières et compagnie. Moi, je pense que toute cette histoire de relocalisation, ok, mais je pense qu'il y a aussi une mauvaise là-dessus. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique, puisqu'en effet, on aurait pu faire des choses beaucoup plus simplement. Je veux dire qu'on est capable d'avoir des technologies comme les nôtres, on est bien capable de 3 morceaux de papier pour avoir des masques, quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut être quand même assez lucide et réaliste sur tout ça. Donc après, la question, c'est question. Pourquoi ils ont fait ça? Ça, c'est vraiment la question à laquelle je n'arrive pas à répondre. Et finalement, cette crise du coronavirus, elle nous fait comprendre une chose qui est toujours aussi apparente, c'est que la République est toujours forte avec les faibles et faible avec les forts. J'ai entendu récemment un témoignage d'un policier sur Sud Radio qui disait qu'on lui avait donné l'ordre d'être très sévère avec les manifestants de la Manif pour tous, d'être très sévère avec les Gilets jaunes, mais de ne pas l'être lors des émeutes dans les 10 territoires perdus de la République. Donc ce sont à chaque fois les mêmes choses qui reviennent et les gens commencent à s'en rendre compte. Effectivement, Théo, je conseille à tous de regarder les dernières vidéos qui nous viennent de ce beau quartier de Oisem à Lille, dans lequel on voit un combat à la machette, sans doute une controverse sur la conception, l'héritage aristotélicien d'Averroès. En tout cas, toujours est-il que parmi les inventeurs du zéro et les constructeurs des pyramides, on s'aperçoit qu'il y a quand même une forte tendance à négliger, en tout cas à refuser de se soumettre au confinement. Encore une fois, comme lors des attentats, comme lors de la Coupe du Monde, on s'aperçoit que la République, comme l'a dit Théo, est faible avec les forts et particulièrement forte avec les faibles. Maintenant, nous allons lancer ce qu'on appelle le débat presque parfait, jingle. Alors, en quoi ça consiste, le débat presque parfait? On va faire un tour de table et chacun de nos intervenants va noter le régime en place sur sa gestion de l'insécurité et du communautarisme en France. Vas-y, Cambo, tu as la parole. Alors, pour ma part, je donnerai la note de 10 sur 20. Voilà, 10 sur 20 parce que j'estime qu'aujourd'hui, face à certains communautarismes, on prend le parti de la dimitude. C'est-à-dire qu'on donne, on paye une taxe, pour être tranquille, pour acheter la paix sociale. Cette taxe, et c'est encore plus beau parce que cette taxe, on la paye au centuple, puisqu'on la paye à la fois en paix sociale. On laisse un certain nombre de gens tranquilles. On la paye en courbettes, et en flagellation. On aime bien se mettre à genoux face toujours aux mêmes personnes. En tout cas, la République aime bien se mettre à genoux face à la même personne. Et enfin, cette rétribution, elle a lieu évidemment de manière pécuniaire, à travers chaque année les différentes aides, les programmes de développement dans un certain nombre de cités. Je connais assez bien la cité des Mureaux parce que j'ai habité pendant très longtemps là-bas, et je peux vous assurer que des concerts de rap payés avec l'argent du contribuable, dans lequel ça balance pas mal sur les infidèles, il y en a pas mal, et je pense que de ce côté-là, la note de 10 sur 20, elle convient parfaitement à notre gouvernement. Alors pour moi, on va dire qu'idéalement, je dirais que ce serait technicien sur 20. Alors pourquoi technicien sur 20? C'est que pour moi, tout ce gouvernement, ils ont vraiment apporté la mauvaise solution à la crise. Ils ont copié les autres, ils ont copié ce qu'on leur disait bêtement.
Et du coup, ils ont mis en place, on va dire, un espèce de petit système technicien médical. Là, on en arrive à des solutions qui sont absolument délirantes. Alors, à la fois technicien, parce que bien sûr, ils vont nous expliquer comment mettre des masques, ils vont nous expliquer comment toucher un paquet de pâtes. Ils vont nous expliquer comment travailler, alors qu'eux déjà ne travaillent pas, parce que ce sont tous des chômeurs. Et donc finalement technicien et médical, puisqu'en effet, on a un peu une croyance magique dans la science de nos jours. Je veux dire, avant on avait un rapport à la religion qui était particulier. Ce rapport-là, pour le moment, du moins est fini. Et aujourd'hui, ça a été remplacé, bien sûr, par la science, par la technique, et là, en l'occurrence, par la médecine. Donc voilà, vraiment technicien sur 20, science, technique, médecine, un vrai raté. Alors moi, je mettrais la note de pangolin sur 20. Le pangolin vient en effet d'avoir son heure de gloire cette année. Alors le pangolin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'unique mammifère qui est recouvert d'écailles. Il peut aisément se défendre de ses agresseurs, comme la République qui se défend bien mais gouverne mal. Et il reste à l'abri durant toute la journée et chasse le soir, même si cela ne l'empêche pas d'être chassé des braconniers. Et donc je vois bien le parallèle entre nos gouvernants républicains et ce petit mammifère. Donc soyons les braconniers de demain. Ok, merci à tous. Maintenant, place à la pause musicale. Questa è la galera dello spirito, questa è la galera vera, questa è la galera dello spirito, questa è la galera più nera, ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera. Questa è galera senza sbarre e catene, senza celle, senza guardie. È galera che ti prende al cranio, alle gambe, è galera e chi vince perde. Ma io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera. Io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera e voleranno in polvere leggera che fa sulle fatte di intrighe e di morbide poltrone, si stracceranno le stoffe e i ricami intrisi di consigli e di falsa passione. Potrò strapparmi dalla pelle una volta per tutte le mie smorfie contro natura, potrò sfidarmi dalle tempie la mia maschera di gesso, i miei gradi e la mia falsa armatura. Quando uscirò dalla galera dell'anima forse non troverò nessuno, saranno forse già spenti i miei camerati, soffocati da ostacoli di fumo. Ma avrò vinto sul buio dell'anima, avrò sudato nei meandri del vuoto, avrò molto più in corpo di un finto libro, se non altro avrò il libero arbitrio. E io so che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni volerà la mia bandiera.
che tra 5 anni a primavera, io so che tra 5 anni alzerò la bandiera nera, 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 alzerò la bandiera nera. Ok, merci à tous. Du coup, finalement, on a assez bien parlé du sujet, vous avez étayé vos propos, on a bien compris là où vous vouliez en venir. Et c'est pourquoi on va passer donc à la deuxième rubrique, qui est le jeu des citations. On cite trop de gens, on peut pas parler normalement sans faire du name dropping à tout va. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Alors, le jeu des citations, ça consiste en quoi? Je vais proposer 2 citations, je vais les lire à nos 3 intervenants, et donc ils vont essayer de déterminer et de deviner qui sont les auteurs des citations que j'aurai lues, et ensuite ils nous donneront un petit peu leur avis sur ces auteurs-là. Alors, la première citation, qui nous vient donc d'un auteur français, petit indice, je la lis. Il y avait de la grandeur à servir parmi les derniers, aux arrière-gardes d'un monde fini. Est-ce que quelqu'un a un avis sur le potentiel auteur de cette citation? Alors, ça m'a l'air très années 30 comme citation, donc je penserais pour, on va dire, Julius Evola. Alors non, c'est pas Evola. C'est pas Evola. Et petit indice, c'est plus tardif que les années 30. Même si ça aurait pu l'être, effectivement. C'est un auteur des années 70? Alors, il a écrit dans les années 70, c'est vrai, mais il écrit encore aujourd'hui. J'allais dire Dominique Vénère, mais non. Il est âgé ou pas? Alors oui, il est très âgé, il a encore en vie, mais il est très âgé. Ah, Barès. Mais Barès est mort. Alors, étant donné le côté un peu faustien de la citation, disons, un peu apocalyptique, je sais pas, ça pourrait être Raspail. C'est ça, c'est exactement ça, c'est Jean Raspail. C'est Jean Raspail, l'auteur de Cire, l'auteur du Candessin, du prophétique Candessin, c'est exactement lui qui a dit donc « Il y avait de la grandeur à servir parmi les derniers aux arrière-gardes d'un monde fini ». Alors, Jean Raspail, ce qui est intéressant avec lui, notamment avec son livre connu et prophétique Le Candessin, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, donc dans les années 70, c'était un peu le livre de chevet militant de toute une génération. Il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet, donc c'était le livre que toute une génération de militants possédait. Et d'ailleurs, dans le livre, il parle d'une invasion indienne, mais en fait, il parle des Algériens. Il a omis sciemment de parler des Algériens, il a plutôt utilisé le mot indien. Mais en fait, ça choque personne. Aujourd'hui, vu le nombre de Pakistanais dans Paris et les grandes villes, ça choque personne. Ouais, c'est clair. D'abord, c'est prophétique, ça s'est réalisé. Et puis, en plus, en fait, de la critique qu'il fait de l'invasion migratoire, il fait une critique aussi de tout le système médiatique et de la doxa dominante, en fait. Je me souviens qu'il fait un parallèle, enfin, qui parle en tout cas d'un couple, je ne sais plus comment il les appelle, je pense que c'est 2 prénoms français du style Robert et Georgette, qui écoutent en fait à la télé les annonces du président de la République, qui tient au courant le peuple français de l'avancement du bateau qui est censé, enfin des centaines de bateaux qui sont censés arriver sur
sur le littoral français. Et donc forcément, comme tout Français et comme tout finalement citoyen de chaque nation devrait le percevoir, le ressentir, eh bien ils ont peur. Sauf qu'ensuite, on a des journalistes, des vendus, des suceurs du système qui leur disent ouais mais non mais pas du tout, faut les accueillir, etc., qui leur lavent le cerveau, et finalement ils en viennent à se dire que c'est pas plus mal qu'on accepte d'accueillir toute la misère du monde. Et donc j'ai trouvé très pertinente cette critique-là de Raspail sur le système médiatico-politique. En fait, que ces deux entités-là fonctionnaient les mains dans la main. Oui, et puis j'espère que Jean Raspail va rester le plus longtemps possible parmi nous. Mais disons que dans un pays sain qui sait reconnaître ses aînés, quelqu'un comme lui devrait avoir des obsèques nationales. Certains vont dire que j'abuse, mais je le pense sincèrement. Déjà de par la qualité littéraire de ses livres, ces livres sont un peu une ode à la francité, si j'ose dire, mais en plus de par le côté prophétique de toute son œuvre. Tout à fait, hein. Enfin, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors, il y a le grand naissant, bien sûr, mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est un écrivain qui a été, qui a eu des écrits vraiment très intéressants. On peut noter, pour moi, il y a 2 autres ouvrages qui m'ont marqué. C'est la Hache des steppes et le Roi d'au-delà des mers, hein, qui nous parlera à tous en tant que monarchistes. C'est sûr que Raspail devrait avoir une sépulture dans un lieu digne de ce nom. Bon, on en attend assez peu, hein, ça n'arrivera jamais. Mais bon, toutefois, c'est sûr que c'est un bon auteur. Disons qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais au moins on se rejoint au niveau de Raspail, ça c'est clair et net. Je suis d'accord avec vous. C'est un immense romancier français. Il a vraiment été prophétique. Et justement, vous verrez que cette dimension prophétique, elle est en lien avec l'auteur de la 2e citation que je vais vous proposer. Alors la 2e citation, je vous la lis. On ne domine les événements et le monde que si l'on se domine d'abord soi-même. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Alors, je pencherai pour Marc Aurèle. Alors non, c'est bien tenté, mais c'est bien plus tardif que Marc Aurèle, Cambo. Nietzsche ? Non plus, mais c'est encore tardif. C'est plus tard que Nietzsche. Bon, moi j'aurais dit Junger. Non, c'est pas Junger, mais c'est un type qui a écrit quand Junger était un peu plus jeune. Disons qu'il est mort avant Junger, ça c'est sûr. Il est mort bien avant Junger, il est mort 50, 60 ans avant Junger. Alors je vais vous donner un indice, c'est un historien français. Michelet. Non. Alors non, c'est pas Michelet. Je suis pas un romantique, donc j'aurais pas sélectionné une citation de Michelet. Mais disons que quand on parle d'histoire de France, on oppose souvent Michelet à cet historien. Jacques Bainville. Exactement, c'est Jacques Bainville. C'est exactement ça, c'est Jacques Bainville, notamment l'auteur des conséquences politiques de la paix, d'un très bon Napoléon, mais également d'une histoire de France que je vous conseille de lire, qui est disponible d'ailleurs, il me semble, sur beaucoup de librairies en ligne. Il me semble également sur la librairie de Flore, j'imagine, puisque c'est l'historien un petit peu emblématique de l'Action française. Est-ce que vous avez un avis sur cet historien ? Jacques Bainville était un très grand historien, qu'on soit monarchiste ou pas, tout le monde est d'accord sur ça. Il suffit de relire les conséquences politiques de la paix pour s'en apercevoir. Alors moi, j'aime pas forcément son style littéraire, pour être honnête. Je me souviens quand j'avais lu son Histoire de France à l'époque, bizarrement, j'avais un peu de mal à rentrer dedans. Ça me tombait un peu des mains, comme disait Rebatté. Mais voilà, l'homme est honnête, l'homme est français. Ouais, alors je suis un peu sur la ligne de Théo, c'est-à-dire que moi le style de Bainville correspond peut-être pas forcément à ce que je recherche dans des œuvres historiques. Par contre, là où il est très bon et là où il faut vraiment le souligner, c'est que son analyse des différents échecs, ou en tout cas des échecs des mouvements royalistes, par exemple la Restauration de 1815, c'est pour moi la tête de gondole, on va dire, en la matière. C'est vraiment le nec plus ultra. Il est, je trouve, il est beaucoup plus réfléchi et un petit peu moins dans l'affect
que Maurras, par exemple, sur l'échec de la Restauration. Et en fait, pour lui, le gros souci de la Restauration, ça a été l'entrée en fait du mouvement royaliste en politique, une sorte de la partisation entre guillemets du royalisme. Et de ce côté-là, moi, je pense que Bainville, c'est pas pour rien si d'ailleurs il a été très très apprécié dans les milieux maurassiens, c'est que il avait cette rigueur historique et cet apport, cette lucidité et cette espèce de cette lucidité qui a permis à tout le monde dans ces milieux-là d'avoir des outils pour débattre avec des gens qui avaient lu Michelet en face, quoi. Michelet qui d'ailleurs, soit dit en passant, c'est un scandale d'avoir eu un auteur qui cherchait autant à travestir la réalité en histoire, quoi. Michelet, c'est le Victor Hugo de l'histoire, entre guillemets. On va dire Bainville, c'est pour moi excellent. Moi, je suis d'abord venu à lui avec, bien sûr, avec l'histoire de France, Napoléon, et après, conséquences politiques de la paix, enfin, histoire des deux peuples, continuer jusqu'à Hitler, et puis après les réflexions sur la politique aussi. Après, on va dire, il y a des limites, notamment quand on commence à filer du côté économique, on sent, voilà, pour moi, on sent quand même quelque chose un petit peu bizarre de sa part. J'arrive pas à me reconnaître tout à fait dans Bainville, mais dès qu'on reste dans l'analyse, on va dire, politique, rien à dire, quoi. Vraiment top. Et puis, il est aussi l'auteur de nombreux livres sur l'Allemagne, comme son fameux Bismarck ou encore son Histoire de deux peuples. Et c'est après son retour de Bavière, paradoxalement, qu'il deviendra monarchiste. Donc l'Allemagne le fascinait autant qu'elle l'inquiétait. Et à mon sens, il n'y a aucune posture germanophobe chez lui. J'entends par là que ses écrits n'ont pas été guidés par un espèce d'instinct primaire anti-germanique, mais uniquement par le fait de faire de la réelle politique, pour reprendre un terme allemand bien connu. Finalement, il me semble qu'il était un petit peu tenant de la position, enfin, on va dire la position de fond maurassienne, voilà, qui consiste à dire que on adore l'Allemagne, hein, et on l'aime tellement qu'on aime qu'il y en ait plusieurs, et on aime qu'il y en ait des dizaines, voire on aime qu'il y en ait des centaines. Oui, disons que Bainville avait cette vision très, très germanophobe, hein, qui était aussi celle de ses camarades Daudet et Maurras, et qui était propre à l'époque en même temps, hein, qui était logique finalement quand on regarde le contexte de l'époque. Après voilà, ce qui est sûr, c'est que sa vision germanophobe des choses est à tempérer dans la société actuelle. Par exemple, je connais des intellectuels comme Pierre-Yves Rougeron, qui sont très intéressants. Personnellement, moi j'écoute beaucoup Pierre-Yves Rougeron, enfin en tout cas je le trouve intéressant, et quand il parle de géopolitique ou même d'Union européenne et de politique monétaire et financière, il n'empêche que, selon moi, il a une lubie sur l'Allemagne qui est beaucoup trop extrême et qui est injustifiée. On a d'autres ennemis sur le globe, on a d'autres ennemis en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un ennemi, mais n'est pas la seule, quoi. Exactement, je rejoins ton avis un peu sur Pierre-Yves Rougeron, même si je lui reconnais quand même beaucoup une très grande légitimité à parler sur tous ces sujets qu'il connaît très bien. Par contre, encore une fois, je trouve, à mon sens, qu'il reconnaît trop les faits sans en connaître exactement les causes, à savoir que certes, il y a un esprit allemand, hein, on peut pas le nier, mais aujourd'hui, l'esprit allemand, l'esprit de l'Allemagne, de la dite Allemagne fédérale, n'est pas du tout, c'est pas l'esprit de la réforme, c'est pas l'esprit du romantisme allemand, c'est pas l'idéalisme d'Hegel, c'est pas l'idéalisme de Goethe, c'est un esprit bien particulier, une sorte c'est de l'américanisation, hein, c'est ce qu'Edmond Scherer appelait l'américanisation du mode de vie. Donc pour moi, si on veut blâmer l'Allemagne, évidemment, faut se retourner chez qui s'est établi en Allemagne pendant plusieurs dizaines d'années et qui possède encore des bases militaires là-bas, évidemment, ce sont nos grands libérateurs américains. Donc accuser simplement l'Allemagne et faire de la germanophobie, on va dire des années 1870. À mon avis, pour moi, c'est un petit peu exagéré, quoi. Faudrait plutôt tourner la tête du côté de ceux qui ont transmis aux Allemands comme aux Japonais d'ailleurs leur baseball et puis leur mythe de la grande libération des droits de l'homme.
Après, moi, il me semble qu'il y a quand même toujours quelque chose d'intéressant, même s'il ne faut pas tomber toujours dans la germanophobie permanente. Le fait est que grosso modo, on va dire, sur la zone historique de la réunification de l'Allemagne, il me semble qu'il y a un certain nombre de personnes s'était dit ça peut être dangereux effectivement que l'Allemagne soit réunie. Alors je ne sais pas si Mitterrand avait eu des réflexions de ce type-là, vu je pense qu'il avait un passif un petit peu maurassien, lointain certes, mais il avait quand même un petit passif. Il me semble quand même que c'est quand même vraiment, il faut pour moi garder cette méfiance vis-à-vis de ce pays, quoi. Je dis pas de tomber dans la paranoïa vis-à-vis des actions, des influences qui pourraient avoir son nom. Mais voilà, il me semble quand même que on a eu suffisamment d'exemples pour être assez méfiant et vacciné. Non, mais on pourra faire une émission sur l'Allemagne prochainement, tant le sujet déchaîne, on va dire, les passions. Et évidemment, on ne tomberait pas d'un côté dans une germanophilie outrancière qu'ont certains, qui d'ailleurs ne connaissent rien de ce pays hein, et rien de son histoire, et qui sont uniquement dans une posture. Et c'est quelque part d'ailleurs dénigrer l'histoire de ce pays. Et de l'autre, on ne tomberait pas évidemment dans une germanophobie à outrance qui, moi, me semble totalement hors de propos aujourd'hui. Mais ça, c'est un autre débat. Effectivement, Théo, ça pourrait être le sujet très pertinent d'une prochaine émission. En tout cas, c'est donc sur Bainville et sur l'Allemagne que nous terminerons ce soir. Encore une fois, n'hésitez pas à partager notre émission, à liker, à commenter notre vidéo pour nous aider donc, dans le référencement YouTube. Vous savez que c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup à Théo, à Cambo et à Quentin de m'avoir accompagné ce soir. C'était un plaisir de discuter avec vous et de débattre avec vous. C'est toujours très intéressant. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission des Listes de la Nation. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous.